Benoît Peeters. Et j'ai un peu de mal à me définir parce que je suis tantôt considéré comme un spécialiste d'Hergé, tantôt comme le biographe de Derrida, parfois comme un écrivain, comme un réalisateur de documentaires, spécialiste de sujets finalement un peu hétérogènes. Et c'est cette diversité qui me plaît. Et c'est cette diversité que j'ai essayé de refléter dans le programme que le Centre Pompidou m'a invité à concevoir, le service de la parole, qui s'appelle Selon Benoît Peeters, et où j'ai essayé de laisser s'exprimer quelques facettes et aussi quelques personnes qui ont compté pour moi, qui ont compté dans mon parcours, ou dont j'apprécie le travail, même si ce travail est un peu plus loin de moi. La première forme, c'est l'image narrative. Pour moi, ça a été le travail de scénariste dans des récits photographiques avec Marie-Françoise Plissard, qui est une des invitées des rencontres, dans des scénarios de bande dessinée avec Françoise Kuyten, mais aussi avec Frédéric Boilet, par exemple, dans une toute autre veine. Une petite expérience de scénariste avec Raoul Ruiz, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui nous a quittés tout récemment et qui reste pour moi un grand inspirateur. Et puis j'ai parfois écrit sur l'image de grands auteurs de BD comme Hergé, Winsor McCay, aujourd'hui Chris Ware, aussi un des invités des rencontres, mais aussi sur d'autres types d'images. J'ai par exemple écrit sur Hitchcock, sur le storyboard, enfin voilà. Donc, oui, l'image est constamment là, mais mon matériau, c'est l'écriture. Il y a parfois une solennité, presque un caractère pompeux dans certaines expositions d'originaux qui peuvent m'agacer. En même temps, je crois que chez tout amateur de bande dessinée, il y a une admiration pour le talent des dessinateurs et donc l'envie de se confronter au dessin. Moi, les premières fois où j'ai découvert les planches crayonnées d'Hergé, si différentes du trait net qu'on connaît dans les pages définitives, j'étais émerveillé. Et quand je rencontre Chris Ware ou Art Spiegelman ou d'autres, les dessinateurs japonais comme Taniguchi, je suis avide de voir leurs planches chez moi, sur mes murs. Il y a toute une petite collection de planches que j'ai reçues ou parfois achetées. Donc, je pense que ce n'est pas la nature première de la bande dessinée que d'être exposé, moins encore d'être vendu. Ça peut parfois détourner même d'une certaine approche de la bande dessinée. Il y a par exemple des dessinateurs aujourd'hui qui ôtent les textes, les bulles, pour avoir des planches d'allure plus picturale. C'est quelquefois un petit peu ridicule. Mais en même temps, il y a un plaisir du dessin qu'on peut comprendre et auquel je suis moi-même sensible. Donc je suis dans une position ambivalente par rapport à ce genre de choses. Et de manière générale, je ne suis pas très puriste. J'aime bien les circulations entre les familles d'images et je dois reconnaître que parfois des images qui n'ont pas été conçues pour être des images purement plastiques tiennent le coup mieux que d'autres qui se disent des images d'ordre pictural et qui sont parfois des gros mots. Ce qui est extraordinaire dans l'œuvre d'Hergé, c'est qu'elle a été conçue dans une certaine simplicité, presque ingénuité, et qu'en même temps elle se prête à des lectures superposées. On rêverait parfois que la philosophie soit écrite comme du Tintin, c'est-à-dire qu'elle est à la fois cette simplicité et cette pluralité de lectures possibles, qu'elle est la ligne claire chère à Hergé et en même temps le jeu permanent sur les faux-semblants. Vous savez peut-être qu'il y a eu un numéro récent de Philosophie Magazine qui s'appelle Tintin chez les philosophes ou Tintin au pays des philosophes, je ne sais plus. Eh bien là, il y a une lecture, par exemple, par Pierre Michon, qui n'est pas un philosophe, qui est un grand écrivain, un merveilleux écrivain, et qui arrive à retraverser Tintin, notamment comme une interrogation sur la mort, sur les grandes peurs, et montrer comment Tintin est une confrontation de l'enfant, une fréquentation, comment dire, non travestie d'un certain nombre d'angoisses fondamentales. Mais en même temps, Tintin, c'est aussi cette fraîcheur première. Alors on pourrait dire, allez, allons-y, lançons-nous, que c'est chez Descartes peut-être qu'on trouverait les échos les plus grands, cette notion d'un jeu dans la philosophie, d'une première personne, et puis la table rase elle-même a quelque chose d'assez proche de la ligne claire. Alors j'ai un amour, on peut dire, un peu benjaminien
de Paris et de tous ses recoins. Je n'ai pas toujours vécu à Paris. Peut-être que ce regard un peu décalé, un peu oblique de quelqu'un qui n'y a pas toujours vécu entretient l'amour de la ville dont je reste perpétuellement curieux, son Paris, celui de la Bibliothèque nationale, celui des passages, des galeries, de la ville en fragments, des couches d'histoire enchevêtrées. C'est quelque chose qui continue à me parler. Par ailleurs, je suis très nomade, je suis très voyageur et avide de tous les voyages, y compris de ceux qui m'envoient dans les coins les plus improbables. Les cités obscures, la série que je fais avec Françoise Clayton, c'est aussi une méditation sur la ville qui rassemble des images venues d'un peu partout, aussi bien de gravures anciennes, par exemple celle de Piranèse, que de villes que nous avons effectivement visitées et transformées. Et une des séances du cycle Au loin s'en vont les images de Beaubourg s'appelle Voyage immobile et tourne un peu autour de ces paradoxes du voyage, peut-être de la quasi-impossibilité du voyage aujourd'hui, tant les lieux sont recouverts sous les images préalables, tant beaucoup de voyages consistent simplement à retrouver l'image qu'on avait avant de partir, ou l'image que le guide vous propose, ou le must, et c'est évidemment la négation du voyage qui, lui, travaille sur l'improbable, sur la rencontre, sur l'accident, sur le non-admirable. J'avais fait avec Frédéric Boilet 2 albums qui se passent au Japon assez contemporain, qui s'appelle Love Hotel et Tokyo au Mon-Jardin, où nous cherchions à saisir quelque chose de l'éphémère des signes du Japon et pas simplement de sa culture la plus imposante.